Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes le jeudi 16 mars 2023 et je continue mes réflexions à partir de cet ouvrage magistral de René-Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. C'est l'évolution du concept d'humanité, d'appartenance à l'humanité. C'est comme ça que je le considère. Cet ouvrage, j'en suis au début de la lecture. Je le découvre en même temps que je le lis sur YouTube. Donc, c'est l'émergence du concept d'appartenance à l'humanité dans l'humanité, en fait. Voilà. C'est-à-dire que il y a 10 000 ans, le sentiment d'appartenance était complètement différent d'aujourd'hui. Il y a 5 000 ans aussi, il y a 3 000 ans, etc. Il y a 1 000 ans, il y a... Voilà, on est... Et puis, c'était diversement répandu sur la planète, selon qu'on appartenait à l'Empire perse ou à une tribu inuite, on avait deux sentiments d'appartenance différents. Voilà. Et donc, progressivement est arrivée l'idée d'humanité dans son ensemble, de l'ensemble humain. Alors pour ça, il fallait déjà pratiquement connaître notre planète. Il fallait que nous nous soyons tous rencontrés, en somme, plus ou moins. C'est ce qui s'est passé à partir de 1500, voilà, à partir de 1400 et quelques, la découverte de Colomb par les Américains, voilà, par les autochtones américains, par les Indiens qui nous ont découvert, en fait, voilà, qui ont découvert qu'il existait des êtres humains qui venaient de l'autre côté de la mer. Bref, voilà, cette prise de contact a ouvert l'esprit, finalement, de l'humanité, même si elle s'est passée de façon extrêmement abusante, parce que la conscience humaine n'avait pas les moyens d'aller à la rencontre d'autrui de façon paisible encore à l'époque. Et aujourd'hui, même si nous avons fait beaucoup de progrès, si le tourisme est une des grandes voies de découverte de l'autre, on se rend bien compte que encore, voilà, les jeunes Russes, les jeunes Américains, les jeunes Chinois vont, peut-être pas pour les Chinois, mais pour les Occidentaux et pour les pays qui sont en guerre, vont se rencontrer de façon un peu brutale, comme ça encore. Ou alors par l'immigration, par la poussée démographique, voilà. Bref, il y a tout un tas de façons d'aller à la rencontre d'autrui. Mais surtout, la vision de l'ensemble humain a radicalement changé ces derniers temps. Là, on a vraiment la conscience, depuis qu'il y a pratiquement une télévision dans chaque foyer du monde, de la planète, ou pas très loin. Bref, tout le monde a accès à la vision de ce monde, d'autrui, etc. Et ça a complètement changé notre façon de voir. Alors, on dit que ça a rétréci l'esprit, ça l'a ramené sur la planète, oui, bien sûr, mais en même temps, ça l'a complètement ouvert à la dimension de l'humanité. Nous appartenons à l'humanité. Et donc, l'appartenance de l'humanité est en train de supplanter progressivement les appartenances ordinaires. Voilà, l'appartenance à mon village, à ma famille, à ma tribu,
à mon département, à ma nation, à mon pays, etc. Euh, donc, elles existent encore, toutes ces appartenances, mais elles sont en train de passer au niveau universel. Et selon moi, donc, on va aussi vers cette vision universelle. Dans quelques siècles, l'humanité aura non seulement, selon ma théorie, aura atteint son ultime perfection, c'est-à-dire la fusion dans une sorte d'unité humaine. La paix universelle sera concrétisée. Il faudra peut-être encore quelques siècles pour y parvenir, mais nous sommes dans cette voie-là. Voilà. Et donc, voilà, je commence à lire, je découvre et je réfléchis. Alors, où est-ce qu'on en était? On a dépassé référence ou pas? Non, il ne me semble pas. Où est-ce que j'en étais? Voilà, je pense que j'en étais là. Oui, alors. Donc, l'apparition des nations ne pouvait susciter par elle-même de ferment, d'ouverture et de coopération. Et oui, puisque, en fait, ça nous recentre, ça oblige au nationalisme, finalement. Voilà. Les instincts les poussera dans leur contemplation mutuelle à formuler des règles de droit qui garantissent l'autonomie de chacune. Voilà, chacun, quand les nations sont apparues, alors c'était un progrès, parce que la nation, par rapport au pays, le pays est centré autour d'une ethnie, autour d'une appartenance ethnique, au fond, et religieuse, etc. La nation, c'est la même chose, sauf que ça englobe toutes les ethnies. Toutes les ethnies peuvent appartenir à la nation. Voilà, en France, par exemple, si on prend la nation française, et bien qu'on soit blanc, noir, jaune, rouge, vert, eh ben, on est français si on est né en France, etc. Si on prend la nationalité française, quand on a la nationalité française. Qu'on soit chrétien, juif, musulman, bouddhiste, etc., c'est la même chose. Donc le concept de nation englobe, c'est une montée, c'est une évolution dans l'évolution de l'humanité, en somme, de passer du pays à la nation, du système ethnique à un système plus universel. Et donc la suite logique, c'est l'appartenance à l'humanité, justement. Voilà. Alors peut-être qu'entre la nation et l'appartenance totale à l'humanité, il y aura un sas intermédiaire qui serait l'appartenance continentale, comme on est en train de le voir, c'est-à-dire voilà, européen, africain, océanien, américain, asiatique, etc. Donc peut-être que ça serait ça, mais peut-être qu'on fera l'abstraction de cette évolution intermédiaire pour arriver pour passer à l'appartenance universelle, à l'appartenance à l'humanité dans son ensemble. Et c'est plutôt mon point de vue sous cet angle-là. Alors, leurs premiers accords fut de se cadenasser dans leur souveraineté. Voilà, alors les nations, le premier accord des nations fut de se cadenasser dans leur souveraineté. Voilà, c'est-à-dire que, et c'est là où on voit ce qui s'est passé au XIXe siècle, au XXe siècle, en fait, ce concept de nation a borné des frontières vraiment rigides et a été un petit peu aussi à la base de ces guerres que nous avons connues et au XIXe et au XXe siècle. En la sacralisant, le droit fait du territoire national
un sanctuaire protégé par les principes de non-ingérence et de légitime défense. Voilà, on s'est fermé, hein, en fait, avec les frontières ont été fermées. Et c'est là où on voit que dans ce type d'évolution, on se rend compte de l'importance que revêt le fait de passer, par exemple, au niveau européen et de faire tomber les frontières. Toute cette évolution, elle est intuitive, hein, même si elle est réfléchie par ceux qui les mettent en place. Mais quand même, on voit l'importance de faire tomber les frontières au sein, par exemple, de l'Europe. Et c'est la première fois au niveau continental où on faisait tomber les frontières. En Afrique, ces frontières existent. En Amérique, ces frontières existent. En Asie, ces frontières existent. Et en Europe, et c'est là où il y a quelque chose d'avant-gardiste dans l'Europe, qu'on est en train de perdre par nationalisme. En revenant sur le nationalisme, en renforçant les nationalismes, on est en train de perdre cette beauté de l'évolution vers laquelle on va. Alors, l'évolution, quoi qu'il arrive, elle se fera. C'est un fleuve qui, de temps en temps, il y a des barrières qui s'élèvent, ça le détourne un peu, etc. Mais rien n'arrête un fleuve quand il doit aller à la mer. Et la mer, pour nous, c'est l'ultime perfection. Voilà, donc ce fleuve, il ne sera pas arrêté, quoi qu'il arrive. Il va avancer vers sa perfection. Alors, les droits à la légitime défense et au principe de non-ingérence, qui ne reconnaît aucune autorité au-dessus des États et qui, tout en justifiant le repli d'une nation sur elle-même, admet jusqu'en 1945 la légalité du recours à la force et de la conquête, tout comme les tribus n'acceptaient de sortir de l'ignorance du voisin que pour tenter de le subjuguer. Voilà, alors ce mécanisme, il est là. C'est ce que je l'ai écrit sur la mécanique universelle. Voilà, on est passé du clan à plusieurs clans se sont réunis pour faire des tribus, plusieurs tribus se sont réunies pour faire des cités, plusieurs cités se sont réunies pour faire des pays ont évolué en nations, etc. Et puis, il y a eu une autre forme d'unification qui a été fait au niveau du spirituel, c'est-à-dire que la religion tribale qui a son propre totem et la tribu à côté a son propre totem aussi, etc. Donc c'était vraiment distingué. Quand elles se sont réunies, quand se sont réunis les dieux en cité, ça a fait du polythéisme. C'est comme ça que je l'explique, hein. Après, il faut quand même, parce que c'est très intuitif ma façon de penser. Donc, il faut quand même vérifier tout ça. Mais selon moi, donc, chacun est venu, les tribus, quand elles se sont rassemblées en cité, elles ont amené chacun leur dieu, ça a fait une religion polythéiste. Et puis on est monté à la religion monothéiste. Et dans cette vision-là, qui englobe l'ensemble, on voit à quel point c'est une évolution encore plus haute. Maintenant, voilà, le christianisme, c'est 1 million et quelques, ou je ne sais plus combien d'êtres humains qui sont unis derrière une religion comme ça. Pareil pour l'islam, pareil pour le judaïsme, pareil et c'est plusieurs ethnies, plusieurs couleurs, plusieurs nationalités qui sont unies derrière une religion, derrière une spiritualité. Et pareil en Asie avec l'appartenance à l'hindouisme, et même s'il y a, voilà, ça a fédéré tout un tas de religions particulières. Voilà.
comment ça se passe. Pareil pour le bouddhisme, le zen, le confucianisme, etc., le taoïsme, etc. Donc ce sont aussi une montée progressive vers l'unification. Et l'unification qui nous attend, eh bien, elle unifiera le spirituel, c'est-à-dire que chacun peut-être gardera sa spécificité, mais elles auront réussi à se fédérer en fraternité autour du principe créateur, autour d'un principe créateur. Je pense qu'il va falloir que, pour ça, la science apporte l'idée, oui, il y a quelque chose, il y a un principe créateur. Et ça sera sans doute la science qui le confirmera. Parce que tant que la science ne le confirme pas, on peut douter qu'il y ait un principe créateur. Mais si la science arrive en disant, voilà, la création, l'univers, a été constitué par une force motrice, par un principe créateur. On n'arrive pas à détecter ce que c'est encore, pourquoi, quelle apparence il a. Pour l'instant, on pense que c'est une apparence qui nous déborde. On ne peut pas savoir ce que c'est qui a créé cet univers, mais il y a un moteur. Voilà, il y a une intelligence, un moteur intelligent à l'origine de tout ça. À ce moment-là, l'ensemble spirituel, toutes les religions diront, ben oui, ça correspond à ce que nous pensions. Nous, on l'a appelé Yahvé, mais on disait qu'il ne fallait pas lui donner de nom. On l'a appelé Allah, mais il ne fallait pas se faire d'image. On l'a appelé Dieu, mais on a fait des images, mais au fond, on savait qu'il ne fallait pas se faire d'image. On l'a appelé le vide, ou Brahman, mais ça correspond exactement à ce que les physiciens nous disent. On l'a, etc., etc. Et valable pour l'ensemble. Donc, cette identité, c'est la même pour nous tous. Rentrons en fraternité. Voilà. Nous, on a amené ça. En tant qu'hindouiste, on a amené cette chose-là au spirituel. Nous, en tant que bouddhistes, on a amené cette particularité qui peut servir à tout le monde. Nous, en tant que chrétiens, on a apporté ça. Nous, en tant que juifs, on a apporté telle et telle spécificité. Nous, en tant que musulmans, on apporte telle et telle chose. Voilà. Et nous, en tant que spiritualité tribale, on a apporté, on apporte telle et telle chose, etc., etc. Et donc là, il y aura l'unité qui pourra se faire. Donc voilà, pour revenir à ce passage à la nation, eh bien voilà, oui, la nation, c'est quelque chose qui s'est durci. Et on voit qu'on est en train de passer sur le concert des nations en Europe. Voilà. Normalement, on aurait dû... En fait, l'aspiration des Européens, de ceux qui ont créé le concept d'Europe et dit... ben voilà, pour éviter les guerres, pour rentrer dans une autre dimension, pour élever notre conscience à un autre niveau, on va créer la communauté européenne et on fonctionnera à ce niveau-là. Leur vision, elle était extraordinairement généreuse, extraordinairement progressiste. La mise en place, c'est pas fait comme elle s'est faite comme elle pouvait se faire, pas plus. On peut pas incriminer, mais elle est pas incarnée complètement par ceux qui ont été chargés de la mettre en place depuis 30 ans, 40 ans, là, un peu plus, sont pas animés, tous ne sont pas animés par la vision de cette Europe. C'est pour ça qu'elle se fait plutôt sur le consumérisme, sur la technique, plutôt sur le pratique, plutôt que sur le spirituel.
On n'a pas élevé la conscience de l'humanité. On n'a pas travaillé à la conscience de chaque nation pour dire voilà l'intérêt de cette vision. Il aurait suffi, par exemple, que l'Europe, en se fondant, dise ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le meilleur qui a été imaginé dans chaque nation. Donc voilà, on se rend compte que, par exemple en France, la sécurité sociale, tout ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. On a tous ces acquis là qui ont été vraiment amenés à partir du comité de la résistance à partir des années 50. Entre 50 et 80, on a dopé le social. Et ben tout ce qu'on a de bon dans ce social, on va le monter au niveau européen. Tout ce qu'il y a du bon au niveau culturel, on va le monter au niveau européen. Tout ce que les Anglais ont de bon au niveau européen, on va le faire monter, etc., etc. Leur goût pour la liberté, leur goût pour, etc., etc. Mais on est resté trop sur le... On n'a pas compris l'importance philosophique et spirituelle du continent européen, qui était justement de tracer la route. Le fait de faire tomber ces frontières, par exemple, on pouvait servir de modèle. On était là pour servir de modèle à l'humanité. Au lieu de servir de modèle, on a voulu être les boss militaires, les boss en prédation, les boss en domination. Et d'abord, ça nous a discrédités, ça a fait tomber l'image qu'il y avait, par exemple la France, l'image qu'elle avait au 19e siècle ou au début du 20e siècle, dans le monde, elle était extraordinaire. Et là, elle est en train de complètement se tomber, quoi. Tout simplement parce que on n'a pas compris que c'était au niveau philosophique que l'Europe devait se fédérer, devait évoluer. C'était social, philosophique, spirituel, bienveillant, enfin bref, toutes ces dimensions, c'était ça qui devait être stimulé, et pas les nationalismes. En fait, chaque nation européenne a stimulé son propre nationalisme. Et là, on voit le chaos dans lequel l'Europe évolue, avec l'émergence des belliqueux, les Polonais, etc., qui sont repartis dans un truc, on se croirait au 19e siècle, quoi, ou au début du 20e siècle, quand la guerre 14 a mis le feu à toutes les nations européennes. On repart dans un truc comme ça. Il va y avoir en Europe ceux qui sont pro-guerre, ceux qui sont un peu mitigés, ceux qui sont anti-guerre. On va se retrouver exactement dans un chaos. Ça paraît aberrant, quoi. Et tout ça parce que c'est pas le spirituel qui guide, c'est le narcissisme, en fait. Il n'y a pas eu d'union. Et ça, je l'écrivais il y a 15 ans au chef d'État qui était en place à l'époque, que l'Europe ne peut pas se faire s'il n'y a pas si les chefs d'État n'ont pas un état d'âme démocratique et universel, avec vraiment une vision universelle et spirituelle de la beauté de l'Europe et de pourquoi nous faisons ça. S'il n'y a pas un moteur dominant dans le système, si chacun tire, ben voilà, d'abord on est vulnérable, les États-Unis font ce qu'ils veulent de nous, tant qu'on n'a pas, et c'est ce qui se passe là, hein, ils sont, voilà, on est complètement sous le joug de ceux qui peuvent nous dominer, tout simplement parce que nos dominants sont pas fédérés, quoi. Il y a ceux qui sont pro-américains, il y a ceux qui sont pro-européens, etc. Et on n'y va pas. Enfin bref, voilà. Eh bien, on va arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.